Tucker Carlson a interviewé Massoud Pezeshkian d'Iran. Or, l'Iran vient de subir une attaque soutenue par les États-Unis et Israël. Une attaque qui a coûté la vie à près de 1000 Iraniens. Il y a eu un bombardement des sites nucléaires iraniens. L'opération True Promise 3 a porté de lourds coups à Israël et a forcé ce dernier à supplier pour un cessez-le-feu. On présente souvent cela comme une guerre entre Israël et l'Iran. Mais bien sûr, les États-Unis y jouent un rôle central. Au moment où cette interview a été diffusée, Donald Trump rencontrait Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, et des rapports indiquent que Trump va donner son feu vert à de futures attaques israéliennes contre l'Iran. Réagissons à cette interview. Elle va être diffusée à une vitesse de 1,5. C'est parti. Il y a une pause, ou il semble y avoir une pause, dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Comment pensez-vous que cela va se terminer? Comment aimeriez-vous que cela se termine? Nous n'avons pas déclenché cette guerre, et nous ne souhaitons en aucun cas qu'elle se poursuive. Depuis le tout début, la devise de mon administration a toujours été la même, une devise à laquelle je me suis toujours tenu, à savoir la liberté, le renforcement de l'unité nationale au sein du pays, ainsi que la promotion de la paix, de la tranquillité et de l'amitié avec les pays voisins et avec le reste du monde. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient bombardé vos installations d'enrichissement parce que le gouvernement iranien avait refusé d'abandonner son programme nucléaire et qu'il ne pourrait y avoir de paix tant que l'Iran ne renoncerait pas à ce programme nucléaire. Seriez-vous prêt à abandonner le programme nucléaire en échange de la paix? Je voudrais vous dire ce qui s'est passé. C'est Netanyahou, depuis 1984, qui a créé cette fausse mentalité selon laquelle l'Iran chercherait à obtenir la bombe nucléaire. Et il a laissé entendre que l'Iran essaye de développer une bombe nucléaire. Je comprends l'argumentation du président Pezeshkian, mais il n'y a pas que Netanyahou. Netanyahou, en effet, a répété à de nombreuses reprises, depuis 1984, que l'Iran était à quelques semaines d'obtenir une arme nucléaire, à une semaine à quelques jours près. Mais les États-Unis tiennent le même discours. C'est important. Je comprends que Pezeshkian et l'Iran souhaitent négocier avec les États-Unis, notamment sur l'allègement des sanctions, donc je comprends le contexte. Mais en même temps, il faut souligner qu'affirmer simplement qu'Israël est responsable ne donne peut-être pas une vision complète de la situation. Par le passé, on a inculqué à l'esprit de chaque président américain depuis lors l'idée que nous souhaiterions posséder une bombe nucléaire. Mais la vérité est que nous n'avons jamais cherché à développer une bombe nucléaire, ni dans le passé, ni actuellement, ni à l'avenir. Car cela est mauvais et va à l'encontre du décret religieux, ou fatwa, émis par son éminence, le guide suprême de la République islamique d'Iran. Il nous est religieusement interdit de poursuivre la fabrication d'une bombe nucléaire. Et cela a toujours été confirmé grâce à notre coopération avec l'AIEA, car ils ont toujours été présents pour vérifier et attester que nous n'avons jamais voulu de bombe nucléaire. Mais malheureusement, cette coopération a été perturbée par les attaques illégales contre nos installations nucléaires. Et je veux aussi ajouter à cela, tout le monde, que lorsque nous parlons de ces attaques nucléaires, il ne s'agit pas seulement d'Israël perturbant les négociations, parce que le régime israélien voulait saper les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Non, nous parlons de Donald Trump, littéralement, de l'administration et d'Israël collaborant ensemble pour utiliser les négociations afin d'endormir l'Iran, de le plonger dans une sorte de somnambulisme pour qu'il ne se rende pas compte de l'attaque imminente, que cette attaque était planifiée par Israël avec le feu vert et bien sûr la coordination des États-Unis, car Israël n'entreprend rien en dehors de ses soi-disant frontières
sans les États-Unis. Mais en réalité, il n'agit jamais sans que les États-Unis soient au courant, comprennent et approuvent réellement. Et nous en avons maintenant la preuve que les États-Unis utilisaient les négociations de cette manière. Donc encore une fois, Psessekine examine cela à travers le prisme d'Israël, perturbant les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Car l'Iran a effectivement des plans pour réduire et éliminer ces sanctions. C'est très important et c'est tout à fait compréhensible. Mais, bien sûr, nous devons parler de l'ensemble de la situation. Alors, poursuivons. Donc, selon les informations rapportées par les médias, vous avez retiré votre coopération avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. J'imagine donc qu'il n'y a aucun moyen pour le reste du monde de savoir quelle quantité d'uranium vous enrichissez et dans quelle mesure, à quel pourcentage il est enrichi. Existe-t-il un moyen de vérifier cela? Et seriez-vous prêt à permettre à d'autres nations de vérifier que vous ne fabriquez pas d'armes nucléaires? Monsieur Carson, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous étions en plein milieu de discussions avec les États-Unis et que le président des États-Unis nous avait invités à tenir ces pourparlers afin d'aboutir à la paix. Au cours de ces négociations, on nous a dit que tant que nous ne donnions pas la permission à Israël, il ne nous attaquerait pas. Nous étions sur le point d'entamer très prochainement le prochain cycle de discussion. Mais en plein milieu, soudainement, Israël a fait capoter la table des négociations. Nous étions assis à la table des négociations lorsque cela s'est produit. Ce faisant, ils ont totalement ruiné et détruit la diplomatie. Et pour répondre à votre question concernant la surveillance ou la supervision de notre programme nucléaire, je voudrais dire que nous sommes prêts à engager des discussions à ce sujet. Nous n'avons jamais été la partie qui a fui la vérification. Nous sommes disposés à accepter ces contrôles. Mais malheureusement, à la suite des attaques illégales des États-Unis contre nos centres et installations nucléaires, de nombreux équipements et infrastructures ont été gravement endommagés. Par conséquent, nous n'y avons plus accès. Nous ne pouvons pas non plus les voir. Et tant que cet accès ne sera pas rétabli, nous devrons attendre de voir ce qu'il advient et dans quelle mesure ils ont été endommagés, afin que nous puissions poursuivre cette supervision. C'était donc en réalité assez significatif à bien des égards, n'est-ce pas? Psessekine a essentiellement admis là que les installations iraniennes avaient été gravement endommagées, à tel point que l'accès est difficile, ce qui complique la compréhension de l'étendue des dégâts ou du temps que cela retardera la production de cet uranium industriel. Mais ce que Psessekine n'a pas dit ici, c'est que l'Iran avait en fait évacué tout son uranium enrichi des jours, voire des semaines avant l'attaque israélienne. Cela avait donc été anticipé. On savait qu'il y aurait une attaque contre l'Iran. Il est probable qu'au sein de l'appareil militaire iranien, on savait qu'il y aurait de nombreuses attaques à venir. Ils se sont donc préparés à l'avance pour s'assurer que leur uranium enrichi soit protégé. Mais ce qui est significatif ici, c'est d'admettre que les installations sont endommagées. En même temps, il reste important de noter que la coopération de l'Iran avec l'AIEA a été complètement suspendue, et pour de bonnes raisons. Ici, ce que fait le président iranien, Massoud Pezeshkian, c'est de dire que l'Iran a été de bonne foi lors de toutes sortes d'inspections nucléaires. Et c'est Israël, en citant particulièrement Israël, qui a sapé les négociations nucléaires. Et même si cela est factuel en soi, il faut tout de même souligner que les États-Unis et Israël collaborent ensemble pour faire en sorte que ce prétexte nucléaire ne soit pas seulement la principale force motrice d'une opération de changement de régime contre l'Iran, mais aussi pour assurer sa pérennité ici, n'est-ce pas?
Et la présence du président Massoud Pezeshkian ici, dans cette interview, témoigne du fait que l'Iran a vaincu cette tentative de changement de régime dirigée contre lui. Mais il faut également préciser que cette attaque contre l'Iran, le prétexte nucléaire, n'est rien d'autre qu'un prétexte. Ainsi, l'Iran fera bien sûr tout ce qu'il doit faire, et tout ce qu'il fait conformément au droit international, jusqu'au moment où sa souveraineté a été violée. Désormais, il ne peut plus y avoir le même type de coopération. Nous savons que le régime israélien a envoyé son propre réseau d'espionnage au sein de l'AIEA pour recueillir des informations. Et l'AIEA n'était pas seulement sans protection. Elle collaborait également et veillait à ce que ce type d'infiltration puisse avoir lieu. En réalité, ce à quoi nous assistons, c'est un monde complètement embrouillé, détruit, décimé, où il n'existe aucune organisation d'inspection nucléaire. Il s'agit véritablement d'un outil américain et israélien pour provoquer des changements de régime, en particulier contre l'Iran. Car pour être tout à fait honnête, nous ne voyons pas ces inspecteurs agir lorsqu'il s'agit des États-Unis ou du régime israélien. Je veux dire, ces pays possèdent non seulement des armes nucléaires, mais les États-Unis sont les seuls à les avoir utilisées. Et Israël, soyons honnêtes, Israël, d'un point de vue moral et du droit international, n'a absolument aucune légitimité à posséder des armes nucléaires, étant donné la dangerosité de son régime non seulement pour la Palestine, mais pour le monde entier. Vous pensez que votre gouvernement croit que l'AIEA espionnait l'Iran et transmettait des informations à Israël. Le croyez-vous aussi? Et si oui, avez-vous des preuves que cela est vrai, des preuves que le monde pourrait voir? Je voudrais vous dire que nous étions quelque peu pessimistes quant aux activités de l'AIEA, car nous avons constaté qu'Israël pouvait obtenir des informations grâce aux inspections menées par l'AIEA. Cependant, cela n'a jamais empêché l'AIEA de mener ses activités en Iran, et elle a eu un accès total pour superviser et surveiller nos installations nucléaires. Mais il y a eu un manque de confiance à la suite du dernier rapport de l'AIEA. Le type de rapport et la manière dont il a été rédigé ont en quelque sorte donné un prétexte au régime israélien et préparé le terrain pour leur attaque illégale et non autorisée contre nos installations nucléaires. Même après cela, l'AIEA n'a pas condamné ces attaques ni tenté de les arrêter, ce qui va à l'encontre du droit international. Cela a entraîné un manque de confiance généralisé parmi les Iraniens, les législateurs iraniens et l'opinion publique ici. Avant de poursuivre, je tiens simplement à dire que c'est un euphémisme monumental. Bien sûr, la position du président est tout à fait juste. Il y a une éradication totale de la confiance entre l'Iran, le peuple iranien, et la soi-disant Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Mais c'est encore pire que cela. Comme je l'ai dit, elle a littéralement été utilisée comme une arme pour mener des opérations de renseignement, assassiner des scientifiques nucléaires iraniens et effectuer ces frappes qui ont causé tant de dégâts aux infrastructures de l'Iran. Et les États-Unis préparaient le prétexte sous l'administration Trump en utilisant ce type de discours pour avancer et en se servant des négociations elles-mêmes pour arriver à ce moment, qui d'ailleurs n'est pas terminé. Car nous savons non seulement que Netanyahou et Trump discutent d'un feu vert futur pour des attaques israéliennes contre l'Iran, mais nous savons aussi que, de Donald Trump à Lindsey Graham, en passant par l'ensemble de l'establishment de la politique étrangère américaine, ils parlent toujours d'un Iran nucléaire. Oh, nous ne savons pas. Cela prendra quelques mois, un an, pour qu'ils reconstruisent. Mais à tout moment, ils peuvent relancer cela. L'objectif de la frappe menée par les États-Unis dans les derniers jours de ce qu'on appelle la guerre de 12 jours n'était pas d'éradiquer quoi que ce soit. Il ne s'agissait pas d'empêcher la bombe. Non, il s'agissait d'utiliser ce prétexte comme terrain d'essai
pour voir à quoi ressemblerait une frappe et de continuer à utiliser Israël comme principal chien d'attaque pour affaiblir l'Iran, encore et encore. Affaiblir l'Iran au fil du temps. Et les États-Unis intervenant en quelque sorte pour finir le travail, pour ainsi dire, comme aiment le dire, tant de responsables de la politique étrangère américaine. C'est donc effectivement une situation dangereuse. Vous avez suggéré que vous étiez désireux de résoudre vos conflits avec les États-Unis par la diplomatie et que cela a été compromis par la guerre. Seriez-vous prêt à relancer la diplomatie? Et pourriez-vous nous dire de manière générale mais précise quel type d'accord vous seriez prêt à accepter? Vous voyez, je suis convaincu que nous pourrions très facilement résoudre nos différends et nos conflits avec les États-Unis par le dialogue et la discussion. Et, vous savez, le droit international pourrait servir de cadre ou de base à un accord. Je veux dire, c'est là que, écoutez, je ne connais pas l'orientation politique de Massoud Prozashkin ici. Je ne connais pas sa politique. Il y a eu beaucoup de critiques. Il est trop mou. Il est trop faible. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Écoutez, il est le président de l'Iran. Et lors de l'opération Vraie Promesse 3, et de ce que nous avons vu pendant cette guerre de 12 jours, il était assez clair que la direction iranienne était très disciplinée, tout à fait capable de se défendre. Mais ici, ce genre de commentaires, je pense que c'est de la naïveté, soyons honnêtes. L'idée que les États-Unis et l'Iran puissent se parler et parvenir à une sorte de soi-disant accord est une pure fiction. Les États-Unis, au cours de cette guerre de 12 jours, ont complètement anéanti toute forme de confiance, comme mentionné précédemment. Mais c'est encore pire que cela. Il ne s'agit pas seulement de l'éradication de la confiance. C'est le fait que les États-Unis ont littéralement bombardé l'Iran, une violation non seulement du droit international, comme cela a été dit ici, mais aussi un acte de guerre qui ne fait que s'ajouter à l'ensemble de la guerre hybride menée contre l'Iran, des sanctions à l'accumulation militaire autour du pays, sans oublier la campagne de relations publiques constante et incessante qui a précédé, et bien sûr la collecte de renseignements et tout le reste. Tout cela ayant mené à ces frappes. Donc, Prozashkin ici dit ce qu'un dirigeant doit dire, ce qu'il souhaite ardemment. Pour être tout à fait franc, il veut désespérément négocier avec les États-Unis pour mettre fin aux sanctions. Et la seule façon qu'un quelconque accord puisse jamais voir le jour entre les États-Unis et l'Iran, c'est si les États-Unis se retrouvent dans une position si faible qu'ils sont obligés de se retirer du théâtre de conflit d'Asie occidentale. Ce qui, soyons honnêtes, me semble impossible pour les États-Unis, compte tenu de leur soif impériale absolument déchaînée pour cette région et de l'importance stratégique de celle-ci dans leur projet global de domination totale. Mais cela doit s'accompagner d'un levier considérable du côté de l'Iran, ce que l'Iran possède actuellement. Il dispose de son stock de missiles. Il a évidemment démontré qu'il pouvait se défendre. Mais cela, je ne crois pas, suffit à empêcher les États-Unis de faire ce qu'ils ont historiquement fait, encore et encore. Et nous entrons dans une période où les États-Unis, soyons francs et honnêtes, n'ont plus vraiment de bouton d'arrêt. Ils ne l'ont plus, s'ils l'ont jamais eu. Et cela est en grande partie dû au fait qu'ils perçoivent le monde comme un état de crise pour eux-mêmes, parce que les États-Unis perdent de leur influence, perdent leur confiance, perdent leur domination, perdent leur puissance économique sur le globe. Par conséquent, ils dépendent totalement et entièrement de la puissance militaire. L'Iran continuera d'être ciblé de cette manière. Les droits de toutes les nations, y compris ceux de la nation iranienne, seraient respectés. Mais malheureusement, c'est Netanyahou qui a détruit ces efforts diplomatiques. Nous n'avons jamais voulu autre chose que le respect de nos droits,
de nos droits légitimes consacrés par le droit international. Mais comme je l'ai dit, c'est Netanyahou qui a apporté l'instabilité dans notre région et qui attise les troubles et les tensions dans la région. Comme je l'ai toujours dit, nous avons toujours recherché la paix. Cela a été ma devise, cela a été ma conviction. J'ai toujours pensé, du fond du cœur, que nous devons vivre en paix et en harmonie durant ce court et précieux temps que Dieu Tout-Puissant nous a accordé. Vivre en paix et en tranquillité avec tout le monde. Et tout le monde dans le monde devrait vivre ainsi. Mais je voudrais également, d'un autre côté, réaffirmer que notre peuple est suffisamment capable de se défendre en cas d'attaque pour assurer sa propre défense. Et je crois que le président des États-Unis peut très bien guider la région et le monde vers la paix et la tranquillité, ou à l'inverse, les entraîner dans des guerres sans fin. Avez-vous l'intention de reprendre les négociations avec les États-Unis, avec l'émissaire Steve Witkoff ou quelqu'un d'autre? Et si ce n'est pas le cas, que pensez-vous qu'il va se passer? Nous ne voyons aucun problème à reprendre les négociations. Mais avant cela, je dois vous rappeler qu'en raison des atrocités commises par le régime sioniste, par Israël, notamment contre mon pays, mais aussi dans toute la région, nous faisons aujourd'hui face à une crise. La population est confrontée à une crise que nous devons surmonter. Nos commandants étaient hors service. Ils passaient la nuit chez eux avec leurs familles, mais ils ont été tués. Cela est considéré comme un crime de guerre selon le droit international, car ils étaient hors service, comme je l'ai dit. Nos scientifiques ont également été tués et assassinés avec leurs familles. Leurs épouses et leurs enfants ont aussi été tués. Des femmes enceintes et des enfants ont été tués lors des atrocités, dans les attaques menées par le régime israélien. Simplement parce qu'ils voulaient éliminer une seule personne, ils ont démoli et détruit tout un immeuble. En conséquence, de nombreuses personnes innocentes ont été tuées. Comme je l'ai dit, il y a cette crise que nous devons surmonter. Il existe une condition, une disposition pour reprendre les discussions. Comment pouvons-nous faire confiance aux États-Unis? Si nous reprenons les négociations, comment pouvons-nous être certains qu'au cours des discussions, le régime israélien ne recevra pas à nouveau l'autorisation de nous attaquer? Je veux dire, c'est exactement ce que nous avons dit ici. C'est exactement ce que nous avons examiné ici. Et Przeshkin l'a dit clairement. Toute négociation avec les États-Unis devra se faire avec la compréhension qu'il n'y aura pas d'attaque future, qu'il n'y aura pas d'agression, que les négociations ne seront pas utilisées comme prétexte pour mener une agression contre l'Iran. Mais pour être tout à fait honnête ici, et encore une fois, il faut simplement énoncer les faits. Il n'y a aucune possibilité que ce soit le cas. Il n'y avait aucune possibilité de cela. Écoutez, l'Iran doit faire ce qu'il doit faire. L'Iran est sous sanction. L'Iran ne veut pas être sous sanction. L'Iran ne s'intéresse pas aux armes nucléaires. Il n'essaie pas de construire une arme nucléaire. Ainsi, les négociations ne sont qu'un outil pour essayer d'obtenir certaines concessions afin de libérer le pays et le peuple iranien de l'impact des sanctions. C'est légitime, et je ne condamnerai jamais l'Iran pour cela. Mais le fait est que les États-Unis, même avant que tout cela n'arrive, avant la guerre de 12 jours, avant l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir, nous aurions déjà dû savoir que les États-Unis ne sont pas vraiment un partenaire ou un allié digne de confiance. On ne peut pas leur faire confiance dans ces discussions. C'est Donald Trump lui-même qui a déchiré le JCPOA. C'était la décision des États-Unis. Même lorsque l'accord nucléaire existait sous l'administration Obama, nous savons qu'Obama a violé l'accord sur les sanctions à plusieurs reprises. Et cela s'est produit encore et encore. Le cas de la RPDC, la Corée du Nord par exemple,
dans les années 1990, était similaire. Les États-Unis ne signent pas vraiment de traités pour les respecter. Ils ne signent aucun accord pour s'y conformer. Les États-Unis, en tant qu'empire, ne veillent qu'à leurs propres intérêts. Pas d'abord et avant tout, mais uniquement. Ils ne considèrent toute forme de négociation, tout type d'accord, que comme un outil, une arme pour poursuivre leur propre domination totale. Et c'est ce à quoi l'Iran peut continuer à s'attendre. Alors qu'il tente à nouveau de négocier avec les États-Unis pour mettre fin à ces sanctions, il doit aussi se préparer. Et je pense qu'elle s'y prépare. Nous avons entendu des rapports indiquant non seulement que l'Iran s'équipe des chasseurs JZ-C, Chengdu chinois, qui ont connu un grand succès du côté pakistanais lors du conflit entre le Pakistan et l'Inde, mais nous avons également appris récemment par Middle East Eye que l'Iran cherche à acquérir et potentiellement à acheter des systèmes de défense aérienne antimissiles auprès de la Chine. Bien sûr, cela marque un changement majeur dans un monde multipolaire, où désormais des pays s'arment et coopèrent dans le domaine de la défense en ce sens. Donc, de grands développements. L'Iran doit clairement se préparer à une guerre longue, et il semble que c'est exactement ce qu'il fait. Pensez-vous que le gouvernement israélien a tenté de vous assassiner? Ils ont essayé, oui, et ils ont agi en conséquence, mais ils ont échoué. En tant que véritable croyant, je crois qu'il appartient à Dieu Tout-Puissant de déterminer quand une personne mourra ou ne mourra pas. S'il le veut, si Dieu Tout-Puissant le veut, alors vous pouvez mourir même en marchant librement dans les rues. Mais je voudrais vous dire que je n'ai pas peur de me sacrifier pour défendre mon pays et pour préserver et défendre la souveraineté, la liberté et l'indépendance de mon pays. Je suis prêt à donner ma vie, à verser mon sang pour cela. Et personne ici, je veux dire aucun des responsables gouvernementaux, n'a peur de perdre la vie en défendant le pays. Mais cela apportera-t-il la sécurité à la région? Je veux dire, le sang versé, encore plus de sang versé, les assassinats, tuer d'autres personnes, cela apportera-t-il la paix, la tranquillité et la stabilité dans la région? Avec tout le respect que je vous dois, pouvez-vous nous dire comment vous savez que vous étiez une cible d'assassinat? Il y a une semaine et demie, je ne crois pas avoir vu cela confirmé nulle part. Comment êtes-vous certain qu'ils ont essayé de vous tuer? Bien sûr, smight-sarsti kinarity from being used to be in the South. Nous savons qu'Israël et les États-Unis, en collaboration avec ce pays, viennent de mener une frappe majeure de décapitation contre l'Iran, tuant presque tous ses principaux généraux et membres du CGRI, et visaient activement des cibles iraniennes. Aucune ironie là-dedans. Le soi-disant ministre de la Défense israélien a déclaré sans détour qu'Israël poursuivait l'ayatollah Khamenei et qu'a fait Donald Trump ensuite. Alors que le cessez-le-feu, qui est en réalité une cessation des hostilités, était annoncé, il a publié une reprise de Barbara Ann des Beach Boys, ou peu importe le titre, sur l'air de « Bomb, 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 bomb Iran ». Et dans celle-ci, les paroles disaient textuellement que l'ayatollah allait être mis dans une boîte, c'est-à-dire tué. Donc les États-Unis et Israël essayaient littéralement de mener un changement de régime ici. Tucker Carlson devrait poser cette question. Mais bien sûr, l'affirmation ici, je ne crois pas qu'elle soit correcte en réalité. Mais il dit que les États-Unis n'étaient pas derrière cela. Soyons honnêtes, il n'y a absolument aucune chance que si le Mossad, si les forces militaires israéliennes menaient une frappe de décapitation et tentaient de traquer l'ayatollah Khamenei, les États-Unis n'étaient pas impliqués. Il n'y a absolument aucune possibilité que ce ne soit pas le cas. C'était Israël. Ce n'était pas une réunion. Nous discutions des moyens d'avancer, mais grâce aux renseignements des espions qu'ils avaient, ils ont essayé de bombarder la zone où nous tenions cette réunion.
Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est Dieu qui décide quand une personne mourra et donnera sa vie. Et encore une fois, je voudrais souligner que nous n'avons pas peur du martyre. Nous n'avons pas peur de sacrifier nos vies pour notre peuple, pour notre indépendance. Et je voudrais vous dire que cette guerre imposée par le régime israélien a eu un seul résultat: davantage de solidarité et d'unité parmi le peuple iranien. Et cela a prouvé une fois de plus que le peuple iranien, où qu'il se trouve dans le monde, se soucie de son pays, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de sa patrie. Et comme je l'ai dit, cela a renforcé notre solidarité et nous a encore plus unis grâce à cet acte d'agression du régime israélien. Ma proposition est que l'administration américaine s'abstienne de s'impliquer dans une guerre qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la guerre de l'Amérique. C'est la guerre de Netanyahou, avec ses manigances diaboliques pour toute la région. Il a son propre agenda, je parle de Netanyahou, un agenda inhumain. Et cet agenda, c'est d'avoir des guerres sans fin, des guerres qui n'en finissent jamais. Et voici ma proposition aux États-Unis: ne pas se laisser duper par Netanyahou, ne pas se laisser entraîner dans ce genre de guerre. Encore une fois, on voit ici la manière dont on présente la situation. Israël agirait en quelque sorte seul, et les États-Unis ne seraient pas impliqués. Là encore, il faut prendre cela avec des pincettes. Il s'agit d'ouvrir un espace, quel qu'il soit, pour négocier la levée des sanctions. Je ne crois pas qu'un tel espace existe, mais je comprends pourquoi le gouvernement iranien, pourquoi le président Raïssi, voudrait explorer cette possibilité face aux sanctions. Maintenant, en ce qui concerne la tentative ratée de changement de régime par les États-Unis, soyons honnêtes ici, pour être justes envers Raïssi. À ce stade, si les États-Unis et Israël devaient mener à nouveau une telle opération prochainement, ils se feraient plus de tort à eux-mêmes qu'à l'Iran. L'Iran a prouvé, comme cela a été mentionné ici, qu'il existe une solidarité parmi le peuple iranien. L'Iran dispose de capacités de défense, et ces capacités de défense pourraient frapper Israël à nouveau. J'ai entendu dire que selon les estimations, entre 5% et 25% du stock de missiles iranien a été utilisé en 12 jours. Cela signifie donc que l'Iran dispose encore de nombreuses options pour poursuivre son opération. True Promise, ou quel que soit le nom qu'il souhaite lui donner. Si la prochaine fois c'est 4, peu importe le nom, cela pourrait se reproduire. Et nous avons vu ce qui est arrivé à l'Institut Weizmann. Nous avons vu ce qui est arrivé à Haïfa. Nous avons vu ce qui est arrivé à Tel Aviv. Nous savons que les destructions se chiffrent en milliards pour Israël. Nous savons qu'Israël a épuisé ses systèmes de défense aérienne en seulement 12 jours, et la situation serait encore pire la prochaine fois. Donc, encore une fois, même si l'on peut critiquer Raisi, et je comprends d'où viennent les critiques concernant les négociations avec les États-Unis, et qu'il n'est peut-être pas tout à fait exact de rejeter toute la faute sur Israël, en même temps, je comprends les manœuvres politiques ici et la façon dont l'Iran aborde désormais cette question depuis une position de force. Je tiens également à saluer Raisi pour avoir reconnu que les Iraniens, l'armée iranienne, le peuple iranien, ont effectivement les capacités de se défendre. Et c'est un point très important à souligner. Deux ayatollahs iraniens ont émis des fatwas contre Donald Trump. Qu'est-ce que cela signifie exactement et qu'en pensez-vous? À ma connaissance, ils n'ont émis aucun décret ni fatwa contre qui que ce soit, ni contre Donald Trump. Et tout d'abord, cela n'a rien à voir avec le gouvernement iranien ou avec son éminence le guide suprême de l'Iran. Ce qu'ils entendaient réellement par la fatwa, c'était une condamnation de la part de personnalités religieuses. Ils disaient en fait que cela est déplorable, que cela est inacceptable. Ce n'était donc pas dirigé contre le président des États-Unis ou toute autre personne. Il peut y avoir des gens avec leurs propres idées et opinions.
Mais je peux vous assurer que le sens de cette fatwa ne doit pas être interprété ou considéré comme une menace contre une personne. L'Iran a-t-il déjà soutenu une tentative d'assassinat contre Donald Trump? C'est précisément ce que Netanyahou essaye de laisser entendre et de faire croire à votre peuple ou au président de votre pays. Mais c'est faux, car Netanyahou, comme je l'ai dit, a son propre agenda. Il veut entraîner les États-Unis dans des guerres sans fin, comme je l'ai mentionné, et apporter plus d'insécurité, d'instabilité et de troubles dans toute la région. Il y a un certain nombre, un nombre important, de ressortissants iraniens vivant aux États-Unis. Certains ont affirmé qu'ils étaient, je cite, des cellules dormantes, c'est-à-dire des terroristes agissant sur ordre de votre gouvernement. Feriez-vous, à l'instant, une déclaration à l'intention des citoyens iraniens vivant aux États-Unis pour leur demander de ne pas commettre d'actes de violence aux États-Unis? Merci de me l'avoir dit. C'est la première fois que j'entends cela de ta part ou de qui que ce soit. Tu sais, les Iraniens sont connus pour leur savoir, pour leur science, pour leur courtoisie, pour leur civilisation. As-tu déjà vu autre chose de leur part, un autre type de comportement, un comportement violent? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cela venant d'eux? Oui, absolument pas. Comme je l'ai dit, c'est ce qu'Israël essaie de vous mettre dans la tête. Il propage l'idée que les Iraniens pourraient être capables de faire une telle chose. Mais c'est totalement faux, car par nature, les Iraniens sont favorables à la paix et à la tranquillité. Et ils essaient, en réalité, d'influencer l'esprit des décideurs et du peuple des États-Unis pour les effrayer et les pousser à s'impliquer dans ma région. Cela n'assurera aucun intérêt pour les États-Unis. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis de s'impliquer dans une quelconque guerre dans ma région. Tucker Carlson, ici. Je comprends pourquoi il doit aborder ce sujet et pourquoi il est nécessaire de le faire, car c'est ce que les médias traditionnels répètent sans cesse. C'est ce que Washington diffuse et propage, cette propagande. Mais encore une fois, c'est le monde imaginaire dans lequel les États-Unis sont contraints de vivre. Parce que l'establishment de la politique étrangère et les élites qui le contrôlent ont des intérêts tellement liés à la domination totale de cette région. L'Iran est la grande menace ici, en raison de sa souveraineté, de son rôle dans le monde multipolaire, de son soutien indéfectible à la Palestine et à la résistance. L'Iran est persona non grata, il doit être éliminé et éradiqué. Donc, bien sûr, l'establishment de la politique étrangère américaine doit inventer toutes sortes d'histoires étranges sur l'Iran. Ils l'ont déjà fait avec la Russie. Ils l'ont fait avec la Chine, guerre de propagande, propagande d'atrocité. Mais ici, avec l'Iran, c'est complètement un monde de fantasmes. Car vous pouvez chercher autant que vous voulez. Essayez de trouver toutes les preuves et rapports possibles, mais vous ne trouverez pas de rapport crédible sur une quelconque attaque terroriste de cellules dormantes. Et bien sûr, tous les doutes et les discussions sur des tentatives d'assassinat contre Trump et des attaques contre Trump depuis l'Irak proviennent uniquement de sources du renseignement, probablement la CIA, probablement le Mossad, probablement l'une de ces agences américaines à 3 lettres qui font cela dans l'intérêt d'une guerre sans fin. Donc cette question en elle-même, je veux dire, une réponse très facile pour le président Raisi, et une réponse que je dirais 100% vraie. En ce qui concerne la façon dont un dirigeant comme lui, je comprends pourquoi il parle ainsi. Il veut rompre cette possession. Il veut rompre ce lien que les Américains peuvent encore avoir, peut-être certains qui regardent l'émission de Tucker Carlson, d'unité et de partenariat avec Israël. Il veut que les gens aux États-Unis voient qu'Israël n'agit pas dans leur intérêt. De ce point de vue, c'est compréhensible. D'un autre côté, bien sûr, je ne suis pas forcément 100% d'accord avec l'idée qu'Israël entraîne les États-Unis dans la guerre.
les États-Unis sont en guerre en Asie de l'Ouest depuis des décennies et des décennies. Et cela n'a même pas commencé avec la guerre contre le terrorisme. Et l'Iran a une histoire profonde et une connaissance de cela, étant donné qu'en 1953, la CIA a joué un rôle clé en collaboration avec ses homologues britanniques pour renverser le gouvernement iranien. Il n'y a pas si longtemps, c'était pendant la période révolutionnaire en Iran, l'Iran entretenait des relations avec Israël, des relations commerciales avec Israël, et aurait même acheté des armes à Israël. Que s'est-il passé? Comment cela a-t-il changé? Qui a provoqué ce changement? Et pourquoi cette relation a-t-elle évolué? Vous savez, Israël est lui-même responsable, car il suffit de regarder ce qu'ils ont fait ces dernières années en Palestine, à Gaza, ce que Netanyahou a fait. Tuer des femmes et des enfants, bombarder des écoles et des hôpitaux, ainsi que des zones civiles et résidentielles. C'est rien de moins qu'un génocide à grande échelle là-bas. Ils ont bloqué l'entrée de nourriture et de médicaments, toute forme d'aide humanitaire, à Gaza. Cela a donc eu un impact négatif sur la façon dont mon pays et toute la région perçoivent d'Israël. Je veux dire, ce sont leurs propres comportements et leurs propres actions qui sont en cause, car ce qu'ils font dans ma région est inacceptable. Et à ma connaissance, nous n'avons jamais reçu aucune arme d'Israël. Et je voudrais vous dire qu'à cette époque déjà, nous ne voulions pas d'armes. Nous ne voulions pas de guerre. Nous ne voulions pas combattre les Irakiens. C'est la guerre qui nous a été imposée. Et tout comme cette guerre nous a été imposée par le régime israélien, nous n'avons pas attaqué Israël. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Pouvez-vous imaginer à l'issue de l'échange diplomatique avec les États-Unis, un monde où les entreprises américaines investissent à nouveau en Iran, où les sanctions sont levées et où règne la paix dans la région? Est-ce votre objectif? Et pensez-vous que cela soit possible? Vous savez, dès le début de mon mandat, j'ai d'abord cherché à instaurer la solidarité nationale et à renforcer l'unité parmi le peuple iranien. Ensuite, nous avons essayé d'améliorer nos relations avec nos voisins, les pays limitrophes de l'Iran. J'ai également eu un entretien avec Son Éminence, le guide suprême de l'Iran, au cours duquel Son Éminence a souligné qu'il n'existe aucune restriction ni aucun obstacle empêchant les investisseurs américains de venir en Iran et d'y investir, même actuellement. Il n'y a jamais eu de limitation ni quoi que ce soit qui les empêche de venir en Iran. C'est la conviction du guide suprême de l'Iran. C'est un point important, n'est-ce pas? L'Iran n'impose pas de sanctions aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions à l'Iran. Donc, en réalité, la question que Tucker Carlson devrait poser, et c'est là ma critique envers Tucker Carlson, et j'ai beaucoup de critiques à son égard, car je constate la glorification de Tucker Carlson, c'est que cela enlève en quelque sorte le mérite du travail acharné de tant d'analystes et de journalistes indépendants. Voyager en Russie, voyager dans le monde multipolaire, partout à travers celui-ci. L'Iran, la Chine, ceux qui construisent de véritables liens entre les peuples, ceux qui cherchent non seulement à promouvoir un récit, mais aussi à mettre en avant des faits et des analyses qui tissent un récit contre la propagande belliciste, contre l'expansionnisme américain, contre l'impérialisme américain, contre l'empire américain, et bien sûr, contre l'agression israélienne, le sionisme, etc. Cela nuit à leur travail. Et Tucker Carlson, bien sûr, compte tenu de sa notoriété et de sa longue carrière de journaliste à Fox News et ailleurs, obtient un accès que d'autres n'ont pas. Mais dans ce sens, très souvent dans ses interviews, il y a beaucoup de temps perdu. Et je pense que cette question était une perte de temps à poser, car le problème ne vient pas de Massoud Pezeshkian, ni du gouvernement iranien, ni de l'Iran. Ce n'est pas eux qui imposent des sanctions aux États-Unis. Ce sont les États-Unis
qui leur impose des sanctions. Les États-Unis affament l'Iran. Les États-Unis essayent d'affamer l'Iran. Ils n'y parviennent pas forcément. Mais ils essayent de couper et d'isoler l'Iran parce que l'objectif global est un changement de régime. Donc Tucker Carlson devrait maintenant appeler Donald Trump ou Steve Witkoff. Je sais qu'il a interviewé Steve Witkoff, mais il n'a pas posé ces questions. Allez-vous lever les sanctions contre l'Iran? Non, il n'a pas dit ça. Peut-être devriez-vous lever les sanctions contre l'Iran. Pourquoi ne le feriez-vous pas, n'est-ce pas? Ces questions difficiles ne sont pas vraiment posées. En fait, dans l'interview de Witkoff, beaucoup de gens ont remarqué, et je n'ai même pas pu regarder la plupart de l'émission, que Witkoff ne faisait que promouvoir des arguments sionistes et que très peu de ses propos étaient remis en question. Donc, Tucker Carlson devrait utiliser sa stature médiatique actuelle et commencer à poser exactement ces mêmes questions. Et mettons fin aux sanctions contre l'Iran. Faisons-le. Pourquoi pas? Quel intérêt cela sert-il? Tucker Carlson est clairement opposé à une guerre contre l'Iran. Je le félicite pour cela. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et dire « le meilleur chemin vers la paix, c'est de lever ces sanctions. » Les sanctions ont eu cet effet contre la Russie. Tucker Carlson s'est exprimé contre la guerre menée contre la Russie et contre les sanctions imposées à la Russie. Il faut poser cette question aux responsables américains et se montrer tout aussi exigeant. Encore une fois, je voudrais vous dire que c'est Israël qui ne veut pas que de telles choses se produisent dans la région. Israël ne veut pas voir la paix et la tranquillité dans la région. Mais je voudrais répéter une fois de plus que le président des États-Unis, M. Trump, est suffisamment capable de guider la région vers la paix et un avenir meilleur, et de remettre Israël à sa place ou de le faire tomber dans un gouffre sans fin ou un marécage. Et c'est une guerre dans laquelle Netanyahou veut entraîner les États-Unis ou le président américain. Il appartient donc au président des États-Unis de choisir la voie dont je vous ai parlé. Et comme je vous l'ai dit, rien n'empêche les activités commerciales, industrielles ou économiques des hommes d'affaires et investisseurs américains. Et bien sûr, s'il y avait une limitation, elle était causée par les sanctions américaines, pas par nous. Monsieur le Président, ma dernière question. Si nous nous retrouvons dans une guerre plus large, l'Iran pourrait-il s'attendre à recevoir une aide de la Russie et de la Chine, une aide militaire et économique de la part de vos alliés, la Russie et la Chine? Nous avons toujours mis notre confiance en Dieu. Et en Dieu, nous avons confiance. Et nous sommes suffisamment capables de nous défendre, de tenir debout par nous-mêmes et de défendre notre pays et notre intégrité territoriale jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Comme je l'ai répété à maintes reprises, nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas développer d'armes nucléaires. Et cette fausse image, cette mentalité erronée créée dans l'esprit des décideurs et responsables américains est due aux machinations diaboliques instigées par Netanyahou et le régime israélien, ainsi qu'à ses politiques fondées sur la recherche de la guerre. Et le président des États-Unis devrait savoir qu'une autre guerre ne fera que répandre davantage d'instabilité au Moyen-Orient. Ce ne sera ni dans l'intérêt ni à l'avantage du président des États-Unis ou du gouvernement américain d'aller dans cette direction. Au contraire, ils doivent choisir la paix et la tranquillité, ce que moi, mon gouvernement et mon pays recherchons. Comme je l'ai dit, je crois que le président des États-Unis est suffisamment puissant pour remettre Israël et Netanyahou à leur place, pour les contenir et pour remplacer la bellicosité, l'effusion de sang et les conflits par la paix et la tranquillité. Et il n'a pas répondu à cette question. C'est compréhensible d'un certain point de vue, étant donné que les médias occidentaux traditionnels
Nous savons que Tucker Carlson a été fortement attaqué par des influenceurs sionistes et que les médias occidentaux n'ont pas vu cette interview d'un bon œil. Il est donc compréhensible que le président iranien n'ait pas répondu de manière affirmative à la question. Oui, la Russie et la Chine vont nous aider, ou non. La Russie et la Chine ne vont pas nous aider. Pourquoi? Parce que, quelle que soit sa réponse, cela déclencherait une guerre narrative majeure qui verrait ce genre de déclaration, ce type d'information, comme des raisons d'escalader, de diaboliser, d'accentuer l'atmosphère de guerre froide. Et il est assez évident que le président Raïssi d'Iran s'adressait surtout aux Américains susceptibles de regarder l'interview. Tout cela est compréhensible. Dans ce sens, il est important de préciser pour ma part que je suis entièrement d'accord avec la souveraineté inébranlable de l'Iran et j'admire sa détermination ainsi que son orientation vers un cadre politique presque autarcique et indépendant. C'est très admirable. Et honnêtement, ce n'est pas seulement admirable, c'est aussi quelque chose que l'Iran a dû faire, compte tenu de la guerre économique qui lui a été menée et imposée par les États-Unis. Cependant, cela étant dit, il est essentiel que, et je ne me retiendrai jamais sur ce point, il est crucial que l'Iran, la Russie, la Chine et le reste du monde multipolaire poursuivent et accélèrent cette intégration et commencent à se préparer à le faire également dans le domaine militaire, de manière à éviter de déclencher nécessairement une guerre avec les États-Unis. Je comprends la volonté d'éviter une guerre avec les États-Unis. Je comprends le désir d'assurer la stabilité et de rejeter les mentalités de bloc, d'alliance et tout cela. Cependant, ce que la guerre de 12 jours nous a montré et a démontré au monde, c'est que les États-Unis et Israël ne craignent pas de faire l'impensable, même si cela leur est préjudiciable, afin de poursuivre des objectifs qu'ils considèrent comme de plus en plus hors de portée. Par conséquent, le temps, le sablier, dont l'Empire américain dispose pour lui-même et pour le régime israélien, est en train de s'écouler, car ces deux entités sombrent ensemble. Tous deux considèrent ce moment historique comme crucial pour l'escalade. Il sera donc important que ces nations, ces pays et les modèles de développement qu'ils poursuivent, le modèle multipolaire, soient renforcés. Et cela devra se faire sur le plan militaire. Il n'y a pas d'autre solution, car c'est l'arme principale que les États-Unis vont utiliser. On peut discuter toute la journée du fait que les États-Unis ne peuvent pas mener de guerre conventionnelle contre aucun de ces pays, mais ils combattront de toutes sortes d'autres manières pour parvenir à leur fin. Et cela n'écarte pas ou n'exclut pas l'option nucléaire. Ces pays doivent donc coopérer militairement. C'est pourquoi nous avons observé une coopération autour de questions comme les révolutions de couleur et le renforcement de la défense de la souveraineté nationale. C'est d'une importance capitale. Et l'Iran a désormais une tâche immense devant lui pour y parvenir. Mais cette interview, pour résumer, était surtout destinée à l'Iran, qui s'adressait aux Américains, qui regardent Tucker Carlson. L'accent était donc mis sur la tentative de briser ce lien qui peut encore exister, d'une manière ou d'une autre, chez les téléspectateurs de son émission avec Israël, afin de montrer qu'Israël est en réalité un élément déclencheur de la guerre contre l'Iran, et que le changement de régime en Iran n'est pas dans l'intérêt du peuple américain. De ce point de vue, l'interview a été réussie. Mais là où cette interview n'a pas forcément été un succès, des deux côtés, aussi bien du côté de Tucker Carlson que du président iranien, c'est à mon avis dans la démonstration de la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons. La vérité, c'est que les États-Unis ne restent pas en retrait. Il s'agit d'un pays qui n'est pas capable, sous Trump ou sous n'importe qui d'autre, de négocier de bonne foi et équitablement avec l'Iran.
car l'objectif global est le changement de régime. Et cet objectif n'est pas simplement une sorte de poursuite, une sorte de passe-temps que l'establishment de la politique étrangère américaine poursuit et qu'il pourrait simplement abandonner en disant « Eh bien, nous allons faire autre chose maintenant ». Non, cela fait partie d'un projet, une domination à spectre complet, qui considère les plus grands maillons, les liens les plus forts du système mondial multipolaire. La Chine, avec son économie socialiste planifiée, la Russie, avec son économie et son armée fortement centralisée et dirigée par l'État, et on peut en dire autant de la Chine. Puis l'Iran, avec sa souveraineté inébranlable, son engagement envers le développement endogène, et sa capacité à se développer de manière à la fois connectée au reste du monde, car l'Iran l'a fait. Regardez ce que cela a permis avec la Chine en matière de commerce pétrolier pour le développement économique. Et puis regardez ce que cela a permis avec son programme de missiles balistiques. Regardez comment il a réussi à rester debout malgré des sanctions paralysantes. Tout cela témoigne d'un grand problème, d'un grand danger pour les États-Unis dans leur capacité à atteindre leur objectif dans cette région, à savoir l'instabilité, le chaos et la division. Des conditions qui permettent, comme nous l'avons vu au fil des siècles, la partition et la capacité pour les États-Unis et leurs alliés ici, leur avant-poste militaire qu'est Israël, d'atteindre leurs objectifs. Le problème ici, c'est que désormais le chaos, l'instabilité et les divisions qu'ils provoquent causent des ravages en Israël. La région leur revient en pleine figure. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc, c'est un fait clé. Il est important de se rappeler qu'ici, l'Iran a remporté une victoire majeure contre à la fois les États-Unis et Israël. Mais cette victoire n'est qu'une partie, ou on pourrait dire, peu importe le numéro, dans cette longue histoire d'agression contre l'Iran. C'est une étape supplémentaire vers la victoire totale pour l'Iran et le monde multipolaire. Mais cela doit être considéré avec une extrême prudence, étant donné que les États-Unis, jusqu'à présent, sont en quelque sorte entravés, que ce soit au niveau international ou national. Ils sont freinés par le pouvoir des peuples à développer une alternative différente, une nouvelle alternative à la domination du capital rapace et à la guerre sans fin. Tant que cela n'arrivera pas, nous ne verrons pas la fin de cette opération de changement de régime. Non. En réalité, nous sommes engagés dans une guerre de changement de régime pour un certain temps encore, et nous devons rester attentifs à cela. Ainsi, en effet, Tucker Carlson a rendu service en montrant qu'il est essentiel d'obtenir le point de vue iranien. Mais à bien des égards, cet entretien ne parvient pas à montrer la réalité et la vérité de ce qui se passe ici. C'est pourquoi nous avons dû y réagir. Et c'est pourquoi il est important, alors que nous entrons dans la prochaine phase de cette guerre, de continuer à faire en sorte que les gens comprennent ce qui est réellement en jeu ici. À bien des égards. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le développement, ce n'est pas seulement la capacité des gens à vivre en harmonie et dans la prospérité, et à mettre fin aux fléaux du monde comme la pauvreté et la guerre, à mettre fin à ce type d'exploitation, mais aussi l'existence humaine elle-même, à bien des égards.